maintenant, on va passer aussi à notre invitée psychanalyste, à Sylvie Cézé-Léger, qu'on a eu le plaisir en fait de rencontrer déjà lors du prix Oedipe, puisqu'elle a défendu avec succès le livre de Jean-Michel Wirth, qui a eu quand même, qui a été ex aequo avec Marie Jésic pour son livre aussi. Et on a été très intéressé par votre présentation et c'était un plaisir déjà de faire connaissance avec vous. Alors, j'avais déjà reçu votre précédent livre sur Freud et le féminin. D'ailleurs, je vous le recommande parce qu'il y a un passeur de livres sur le site qui a été fait par une amie à vous. Oui, moi son nom. Par Marie-Lou Lery-Lachaume, qui est une jeune psychanalyste universitaire qui est installée au Brésil, qui enseigne à l'université Campinas et qui est très intéressée par tout ce qui concerne la langue, l'écriture, la littérature. Et c'est vrai que c'est un texte magnifique, oui, vraiment très beau texte, qui m'a beaucoup touchée. Oui. Et elle est en train de traduire mon livre en portugais du Brésil, ce qui est une autre joie. Voilà. Alors, je comprends, Sylvie, que vous travaillez, vous êtes accrochée à cette question depuis longtemps, celle du féminin. Hein, je crois que vous faites un séminaire avec Eliane Alouche, oui, pas depuis Sylvie, bien avant moi. D'accord. C'est Sylvie qui a lancé ça en combien de 1996. Exactement, hein, fin 96, quand je suis entrée à la SPF, et j'avais proposé ce titre qui a beaucoup plu à Eliane. Ensuite, le féminin en question, qui effectivement est un bon titre des séminaires de recherche, et je crois que je le garderai toujours. En fait, bon, Freud, c'est Freud et le féminin en question. Voilà. Donc c'est vrai que ça remonte à très loin et que j'ai beaucoup aimé travailler avec mes collègues dans le collectif, puisque pour moi, la question du féminin, c'est vraiment la question de la rencontre et donc de l'altérité. C'est ce qui surgit, hein, ce qui advient dans la rencontre avec l'autre. Et donc un travail de séminaire sur cette question a été d'ailleurs très fécond, puisqu'il y a eu des livres. Vous avez écrit plusieurs livres avant celui-là, celui qu'on a aujourd'hui sur Freud et le masculin, et Freud et le féminin. Il y en a eu trois autres, deux autres qui sont c'est-à-dire que ce travail de séminaire, à un moment donné, a donné lieu à ce que je disais tout à l'heure avec Martine Glomeron, que l'écriture, ça s'impose à un moment donné. Et donc, dans un long travail de séminaire, il y a eu un moment donné où l'écriture s'est imposée à moi. Et donc, ce livre qui s'appelle « L'autre féminin », pour bien dire justement ce qu'il en est, à savoir l'autre avec un grand A, à la fois l'altérité et cet autre que l'on rencontre, vers lequel on tend, l'autre extérieur, mais l'autre en soi aussi. Et donc c'est un livre qui réunit à la fois des différents articles, et il y a une part inédite. Et il y avait d'ailleurs déjà dans ce livre plusieurs chapitres qui concernent les questions qui nous concernent aujourd'hui, toutes les questions concernant le genre, puisque j'ai eu pendant un certain nombre d'années une expérience à l'hôpital et en cabinet de patients transsexuels, qu'on dirait aujourd'hui transgenres. Donc l'autre féminin, il y avait déjà, cette question était là, déjà présente. Et puis ce que j'évoquais à notre
collègue Martine Numéro tout à l'heure qui me parlait de mon deuxième livre, Mémoire d'une passion, qui est l'histoire de mon parcours à l'école freudienne et mon aventure avec la passe, mon engagement dans la psychanalyse, dans la communauté analytique. Et je disais que j'étais partie pour écrire une suite à l'autre féminin, et ça s'est imposé à moi, l'écriture de cette mémoire d'une passion, ma passion de la psychanalyse, la passion de Lacan dans laquelle j'ai été prise dans l'histoire de l'école freudienne. Donc, ce sont des histoires d'écriture. C'est quelque chose que je peux dire. Pour nous, analyse, c'est jamais évident, l'écriture. Je veux dire, la théorie pure, on peut tous en écrire. Mais écrire à partir de sa propre expérience d'analysante, d'analyste, il faut trouver les biais pour le faire. Voilà. Donc voilà, c'était les deux premiers livres. Et puis Freud et le féminin, et Freud et le masculin, pour lequel vous m'invitez ce soir. C'est vrai que c'est un très long travail sur les textes. J'espère que je ne vous coupe pas trop l'air. Non, du tout. Un long travail sur les textes pionniers, qui sont pour moi toujours une leçon très actuelle, très moderne de psychanalyse. Lire Freud, je ne m'en lasse jamais, c'est inépuisable. Bon, donc il y a un long travail sur des textes pionniers, ce que nous faisons d'ailleurs avec Eliane Alouche dans notre séminaire A2, où nous alternons l'étude des textes pionniers avec les travaux des analystes contemporains, nous alternons. Et donc il y a un gros travail de texte, et puis il y a sans doute chez moi, depuis Mémoire d'une passion, mon aventure avec l'école freudienne, l'ère lacanienne, tout cela, très important dans ma propre formation. Il y a la nécessité de transmettre quelque chose de l'expérience de l'analyse pour les jeunes analystes, justement. Aujourd'hui, en particulier, où l'analyse est, elle est menacée, je veux dire, c'est une banalité de le dire, on sait qu'à l'université, dans les lieux de soins, enfin, nous savons tous que c'est compliqué, que pour les jeunes en particulier, il faut vraiment qu'ils soient vraiment mordus pour soutenir quelque chose de cette pensée-là, de cette approche-là, de cette écoute-là. Donc il y a chez moi ce désir de transmission pour les jeunes analystes. C'est quelque chose qui me tient depuis Mémoire d'une passion. Et puis c'est extrêmement compliqué comme analyste de parler de notre propre clinique. C'est très, très bon. Moi, il y a des collègues très éminents, très talentueux, je pense à Joyce McDougall et bien d'autres, qui ont su transmettre, écrire leur clinique, que ce soit, vous savez, surtout à la SPP, ils demandent l'autorisation aux patients d'écrire leur histoire. Enfin, il y a tout un protocole pour cela. D'abord, moi, je ne saurais pas réécrire, je n'aurais pas ce talent pour réécrire à partir de ma propre clinique. Je trouve qu'il faut un certain talent, et en outre, je trouve que c'est compliqué de parler de cure en omettant ou en reconstruisant quelque chose de la langue ou des signifiants primordiaux d'un sujet, qui sont quand même essentiels dans la cure analytique.
Donc voilà, donc ça n'est pas ce que mon option pour transmettre la psychanalyse. Donc j'ai pris un autre biais pour parler de ce qu'est la psychanalyse pour moi, et j'ai donc choisi les textes auxquels nous pouvons tous nous référer et tous en donner la lecture, une lecture singulière. Donc je propose ma lecture ma lecture de ces textes pour parler de l'expérience de la psychanalyse. Et puis après, je vous laisse la parole. C'est vrai qu'il y a plusieurs fils dans ces deux ouvrages, Freud et le féminin et Freud et le masculin. Il y a mon désir de transmettre aux jeunes analystes actuels. Il y a, et ça va ensemble, c'était complètement lié, c'est transmettre que la cure analytique est une expérience vivante. C'est une expérience vivante, c'est-à-dire l'expérience entre deux êtres vivants. Alors, ça veut dire deux êtres qui sont pris avec les tumultes de l'âme et du corps et qui sont pris par les tumultes de l'inconscient. Donc pour cela, effectivement, j'ai choisi à la fois les textes canoniques freudiens, qui sont à la fois les textes théoriques et ces textes cliniques, et je les ai mis en résonance avec les textes de ces patientes et de ces patients pour en quelque sorte construire une fiction de scène analytique. Je dis une fiction puisque c'est moi la metteur en scène. J'ai choisi des textes pour les mettre en résonance et pour produire quelque chose de cette expérience tout à fait inédite de ce que c'est que l'analyse. Quand je dis, je me suis prise au jeu de faire du théâtre, c'est-à-dire, je ne reconstitue pas la vérité objective de ce qu'ont été ces cures analytiques. Justement, c'est bien parce qu'on ne peut pas rendre compte de ce qui se passe dans la rencontre entre deux sujets. Il en reste des bribes, des traces, c'est-à-dire les écrits, les notes, que ce soit de l'analyste ou de l'analysant. Mais dans l'hic et nunc de la séance, de la cure analytique, que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Donc ces différents personnages reconstituent chacun à sa façon, que ce soit Freud ou ses patientes ou ses patients, reconstituent de leurs souvenirs de ce qu'ils ont vécu dans l'après-coup. Mais c'est pas quelque chose d'objectivable. Ce que j'ai souhaité transmettre, c'est quelque chose d'une vérité subjective, d'une vérité de l'expérience analytique. Voilà, et donc je suis passée par une forme de théâtre pour reconstituer quelque chose de l'autre scène. Ok. Bon, alors, on a convenu que je n'allais pas prendre la parole pendant X temps pour que Sylvie Céléger prenne après la parole pendant X temps et que le mode de fonctionnement qu'on propose, c'est que je présente et puis vous réagissez et puis vous les unes et les autres réagissez à votre tour, donc pas aligner des séries de monologues. Bon, alors bien sûr que j'ai regardé
est en charge cette présentation, sachant qu'elle a été travaillée dans le groupe de préparation, et donc c'est pas moi tout seul qui me suis, je dirais, emparé de l'affaire, et c'est pas moi qui l'ai mené seul jusqu'au bout. Bien sûr que j'ai regardé enfin, ce que Delia vient de rappeler, c'est-à-dire votre parcours, en tout cas votre parcours de production littéraire d'ouvrages de psychanalyse. Et ce que j'ai observé, enfin, à l'évidence, c'est que dès l'apparition de Freud et le féminin, en 2021, vous annonciez ce que vous appelez déjà le second volet. Dire le second veut dire qu'il n'y en a pas un troisième. Et que ce second volet porterait sur ce que vous appelez les heures et malheurs de Sigmund Freud avec ses patients hommes. Alors, la première question qui a surgi, donc je la pose tout de suite, c'est quel désir vous a poussé à écrire ce premier volet avec dans la tête le second volet? Quel était votre but? Alors, je vais vous répondre. Mon projet était d'écrire la rencontre de Freud et du féminin avec ses patientes et avec ses patients. C'est pour des raisons, je dirais, éditoriales. Les éditeurs ont leurs propres exigences, leurs propres contraintes, qu'il y a eu 2 volets. Mais le point de départ, le projet, c'est en fait très présent dans les deux livres. C'est-à-dire que ce soit avec les femmes, avec ses patientes, qu'avec ses patients, la question du féminin est au cœur de ce qui fait la difficulté dans la rencontre transférentielle. Alors, je peux préciser aussi que le point de départ était une interrogation. Mon interrogation concernait ce que je mets en exergue, qui est donc le terme freudien d'influence, Einfluss, pour tenter justement d'approcher quelque chose non pas de la réalité, mais quelque chose d'une vérité de ce qui se passe dans la rencontre analysant-analyste, et d'en parler autrement que dans ces termes qui sont devenus figés et finalement vidés de leur sens, que ce soit dans les productions de l'IPA ou que ce soit dans les productions du champ lacanien, qui est le transfert, le contre-transfert. Je veux dire, moi j'ai été formée à l'école freudienne, donc la question du désir du psychanalyste, c'est rentré là dans ma caboche. Non. Mais je veux dire que cette question du transfert et du contre-transfert n'a pas fini de nous interroger, et c'est tant mieux, je dirais. C'est tant mieux parce que, au sens où ce que je disais tout à l'heure, comment peut-on approcher, rendre compte de véritablement ce qui se passe dans la rencontre entre un analysant et son analyste. On peut se dire, l'extérieur, il y a ce qui se dit, mais au-delà de ce qui se dit, qu'est-ce qui se vit, quelles sont les émotions? Je veux dire, c'est vraiment, c'est pour ça que je parle de théâtre. Et donc, il m'a semblé intéressant de mettre en exergue ce terme de Freud quand il parle du contre-transfert, dans le Conseil sur l'avenir de la thérapie psychanalytique. Il explique que ça concerne, ce contre-transfert concerne l'effet du patient sur la sensibilité inconsciente de l'analyste.
pas rien. C'est vraiment quelque chose qu'on peut déplier pendant des heures. Et donc, j'ai extrait ce terme qui est un terme très fort, puisqu'il vient quand même du lexique, je dirais, de l'hypnose, l'influence. Dans le terme allemand, pour ceux d'entre vous qui connaissent l'allemand, Einfluss, c'est un terme extrêmement fort. C'est l'autorité divine, c'est l'esprit divin qui agit sur le sujet. Donc c'est un terme que Freud emploie pour parler de ce qui se passe entre le patient et l'analyste, l'influence. Alors ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'il y a une sorte de renversement. Freud, qui fut hypnotiseur, et nous savons qu'il a abandonné l'hypnose pour inventer la psychanalyse, mais bon, c'était lui l'influenceur en quelque sorte, l'hypnotiseur. Or là, justement, quand il s'interroge sur, autrement dit, c'est pas seulement s'interroger sur ce que c'est que le contre-transfert, mais c'est rencontrer la difficulté que rencontre l'analyste dans la cure. Et donc, il y a une sorte de renversement où c'est en quelque sorte l'analyste qui devient influencé par l'analysant. Donc, c'est ça mon point de départ, et qui est évidemment en lien avec ce que j'entends de ce qu'il en est du féminin. Donc voilà, c'était cela l'axe des deux volets. D'accord, merci. Alors, nous voilà donc au cœur de ces cures masculines que vous avez recensées rigoureusement en partant de la plus ancienne, de façon donc chronologique, restituée par les notes de Freud lui-même, ou par, en effet, ce que vous avez mentionné tout à l'heure, les récits qui ont pu être faits a posteriori, oui, par les patients ou par les intermédiaires des patients. Oui, tout à fait. Bon, on ne va pas ici reprendre le chemin que vous avez parcouru, c'est-à-dire cure par cure. Et je vous propose qu'on examine ce que j'appellerais trois fils de réflexion que vous proposez et que j'ai regroupés en trois grandes questions. Je peux vous interrompre une minute concernant la chronologie. J'ai opté, comme pour avec Freud et le féminin, pour la chronologie des cures, dans la mesure où les deux premières, vous allez sans doute le dire, l'homme aura, l'homme au loup, Freud est en train de construire son corpus doctrinal. Les 4 cures didactiques, le corpus est construit, il s'agit de transmettre. Absolument. Voilà. Je crois que vous avez tout à fait raison. Cette chronologie est tout à fait importante pour comprendre votre livre, mais au-delà de ça, pour comprendre le chemin parcouru par Freud. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'élaboration, les inflexions de sa pensée. Absolument. La chronologie, c'est ça, c'est-à-dire c'est l'homme Freud aussi qui vieillit. Pour l'homme au rat et l'homme au loup, il est encore tout fringant, il est en train de construire la doctrine analytique, les 4 cures vous rencontrez un homme vieillissant qui a des problèmes d'oreille, qui est sourd, qui articule mal. Voilà. Donc, alors, je peux dire que c'est la même option pour Freud et le féminin, où là, c'est peut-être encore plus évident le choix que j'ai fait, puisque c'était vraiment la chronologie. C'était pas seulement la chronologie, mais c'était la chronologie et par ordre d'apparition
en fonction, je dirais, de la structure des patientes. D'accord. Alors, si vous Voilà. permettez ce soir, je vais me concentrer sur Freud. Oui, oui, oui. Je Non, veux mais pas je veux dire avaler que... Freud et le Non, non, mais je veux dire que c'était la même non, mais option. je comprends le Voilà. point de vue. Le point de En- vue est le même, pour les femmes et pour les hommes. Donc je reformule la façon Oui. dont j'ai regroupé ce qui m'apparaît être les trois grandes questions que vous soulevez qui feront discussion. La première, je dirais la théorie et la place qu'elle tient dans la cure. Obstacle ou levier. La question du transfert et du désir de l'analyste. Et enfin, vous en dire, on pourrait commencer autrement. Et enfin, celle de la transmission, comment la penser, par sa propre analyse, par le transfert, par d'autres voies institutionnelles, profitant de votre expérience, mais qu'on peut aussi imaginer institutionnelle autrement, via l'enseignement. Et bon, bref, voilà. Ça vous paraît pertinent? Bon, et puis, j'espère qu'on aura le temps, in fine, de parler puisque vous parlez des tourments névrotiques des hommes du temps de Freud, de parler des tourments névrotiques des hommes de notre temps. Autrement dit, en quoi ce que vous travaillez là peut nous aider à réfléchir à notre pratique compte tenu des évolutions majeures. Je passe la bascule des repères de la société patriarcale, l'émergence des couples homosexuels, enfin l'émergence, en tout cas les évolutions de la place et du rôle du père, donc les tourments névrotiques des hommes de notre temps. Si on a le temps d'en parler, ça serait intéressant d'avoir votre éclairage. Il me semble que, en vous lisant, mais aussi en ayant lu d'autres choses, que l'ambition première de Freud est éminemment théorique, quasiment par définition. La psychanalyse repose sur l'hypothèse de l'inconscient et se veut scientifique, pas tant par la matière qu'elle traite. Alors, ça c'est intéressant parce que j'ai découvert qu'au départ, ce que Freud désignait comme scientifique, c'était la technique par laquelle, avec laquelle elle travaille. Et puis finalement, c'est-à-dire que la matière, c'est le psychisme. Et finalement, plus tard, il dira que l'ambition était finalement très grande, c'est-à-dire rendre compte du fonctionnement du psychisme humain, avec l'hypothèse de l'inconscient, et donc la particularité, la découverte de la technique de la cure. C'est par donc cette technique que Freud ambitionne de constituer un savoir sur les processus psychiques et thérapeutiques. C'est donc, puisque la cure est désignée comme l'instrument, l'outil, c'est donc avec les patientes et les patients qu'il va construire, en effet, échafauder, puis consolider les éléments de sa théorie, au fur et à mesure. Alors, avec les patients et les patientes, mais aussi avec le travail qu'il fait lui-même via son auto-analyse, le travail qu'il fait sur sa propre histoire, ses propres désirs, ses propres sentiments, ses propres fantasmes, sa propre reconstruction. Bon, donc, ce travail se fait, et là les dates sont importantes, en effet, l'homme aura, l'homme au loup, qui vont être considérés comme des expériences, enfin des cures princeps au sens paradigmatique, bon, sont élaborés, je crois que l'homme aura arrive en 1909, quelque chose comme ça, ou 8, voilà, l'homme aura un petit peu après. L'homme au loup, pardon, 10, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'entre 1900 et 1909, Freud va passer par
la première découverte date de 1893, la sexualité infantile, puis d'abord la théorie de la séduction. Vous me contredirez, peut-être que vous en savez certainement plus que moi. C'est le transfert qui met Freud sur la piste de la reviviscence du vécu infantile refoulé. Puis viendra l'élaboration du complexe d'Oedipe. À propos du transfert, c'est intéressant de se rappeler qu'au début de l'année 1900, Freud, ayant identifié le transfert, le voyait comme un frein. Un frein à l'analyse et donc à la guérison, puisqu'il ambitionnait la guérison. Puisqu'en quelque sorte, le patient répétait, en se transposant, ce n'est qu'en 1910 et après qu'il va vraiment théoriser le transfert amoureux et intégrer le contre-transfert. C'est amusant, enfin moi ça m'a interpellé de me rappeler ça. Bon, alors j'ai écrit et je le restitue, qu'il procède comme on procéderait face à un gigantesque Lego. Et c'est en l'écrivant que je me suis rendu compte que Lego, la marque Lego, quoi, L-E-G-O, avait à voir avec ce qui se passe. Donc, en vous lisant, on va découvrir, rencontrer Freud embarqué avec ses patients. Ou je dirais plutôt qu'il embarque ses patients dans une croisade théorique, et que cela va se passer aux dépens de la résolution du transfert. Vous le décrivez, et vos propos sont sévères, quelquefois même acerbes. Vous le décrivez, mais on le voit, hein, très actif, explorant à marche forcée, suggérant, pénétrant quelquefois la pensée du patient. Il a tout dans la tête avant, il pressent, il sait. Donc il précède le patient. Et il ne prend en compte, dans le moment de la séance, que ce qui convient à sa vision du conflit psychique du patient. Bon, ça c'est très important, c'est très grave et très important, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on peut en dire que le schéma théorique qu'il a dans la tête va dégrader son écoute. J'utilise ce mot. Son écoute et son interprétation du conflit, et empêcher la résolution du transfert. Et on a, en lisant ce théâtre que vous mettez en scène, on a l'impression que quand le patient dit des choses qui débordent, qui sont imprévues par rapport à ce que Freud, ça peut pas être entendu, tout simplement. Voire Freud peut même me dire, ça c'est vraiment pas intéressant. Genre hors sujet, quoi. Alors, vous donnez un exemple saisissant de la puissance du processus de suggestion à l'œuvre. Et là, il s'agit de la scène primitive. Il faut relire le cas de l'homme au loup, vous le décrivez très très bien. Freud, qui a la scène originelle, la scène primitive dans la tête, va penser, en tout cas dire, qu'il l'a tiré d'un rêve que l'homme au loup aurait fait. En fait, l'homme au loup dira plus tard qu'il a rêvé de loup blanc et que tout le reste, il trouve ça très tiré par les cheveux. C'est son expression, je crois. Bon, et là, on voit quelque chose qui est, alors, on va dire qui est grave tout de même. On voit, à ce moment-là, Freud va dire, le rêve vaut souvenir. Sauf que, il n'y a pas de rêve et pas de souvenir. Et pas d'association autour de ce rêve. Juste parce qu'il n'y a pas de rêve. Autrement dit, ça se passe dans la tête de Freud, qui, à ce moment-là, il a le droit, hein, convaincu de la réalité historique de la scène primitive. Je vous en prie. Il est dans ses affaires à lui, sans doute, à propos de la scène primitive,
mais il est aussi très embarrassé et très occupé par son conflit avec Jung. Absolument. Avec un disciple ouais. qui est en train de prendre un chemin de traverse. Donc il y a la discussion théorique sur la réalité psychique. Absolument, absolument. Et il se bagarre autour de cette affaire. Ouais. Et Freud s'arc-boute sur cette histoire. C'est-à-dire que c'est le loup. Le loup, c'est le père. Oui. Ce qui est quand même tout à fait dans ce que vous dites, qu'il y a un moment qui est tout à fait extraordinaire, et c'est surtout quand il reprendra son analyse avec Ruth Mack-Brunswick, c'est en 1926, Freud lui écrit pour que l'homme au loup lui confirme qu'il a bien fait ce rêve. Oui. C'est-à-dire, il y avait vraiment un doute, comme si c'était... Est-ce que c'était une rêverie de Freud ou une rêverie... Ou un autre patient. Ou un autre patient. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui sera amusant dans cette reprise d'analyse, on ne va pas en parler ce soir, mais c'est tout à fait passionnant. C'est passionnant, absolument passionnant. Je vous conseille vraiment de la lire. Oui. C'est qu'au passage, les loups blancs sont devenus gris. Oui, comme le grand chien loup de Freud. Absolument, qui vit ici. Alors, au sujet de cette suggestion, de ce processus, l'homme au loup écrira plus tard, là c'est savoureux, j'avais moi, à propos de ces souvenirs de la cure avec Freud, j'avais moins le souvenir d'être un patient que plutôt un collaborateur, le camarade plus jeune d'un chercheur expérimenté qui s'est mis en route pour explorer une terre nouvellement découverte. C'est formidable parce que ça raconte tout, ça dit tout. En effet, Freud est un chercheur et cette terre est nouvellement découverte et le patient est embarqué dans quelque chose qui est, je le regarde avancer. Et alors là où ça devient compliqué, là on en rit, mais c'est qu'en fait le patient, dans la position de patient lié, est-ce que c'est mon chemin? Est-ce que c'est de moi qu'on parle là? En fait, c'est quand même un poil compliqué. Bon, alors en effet, c'est à partir de cette cure que Freud échafaude la scène primitive, le complexe de type inversé, l'angoisse de castration et la position féminine chez l'homme. Ces deux cures princeps vont, comme je répète ce que vous avez dit tout à l'heure, vous l'avez écrit, au sens, j'ai envie de le dire, mais vous l'avez dit, c'est c'est pendant le temps de ces lectures qu'on peut en effet dater, c'est-à-dire la construction du corpus théorique de Freud se fait entre, grosso modo, 1910 et 1920. On peut le dire comme ça. Et donc, ces deux cures vont être majeures dans cette élaboration. Vous soulignez, alors, donc, on est clair avec l'histoire de Freud théoricien. Il est complètement du cheveu jusqu'au bout des ongles. Je t'interromps une minute. C'est aussi pour souligner, là c'est un des autres fils du livre, c'est que justement dans ce temps de construction du corpus analytique, c'est-à-dire que Freud est sous influence, c'est-à-dire qu'il est non seulement tout ce qui se passe dans la relation transférentielle avec ses deux patients, mais il est à son insu, je dirais, il y a quelque chose aussi de cette influence et d'une capacité féminine à son insu d'être en quelque sorte nourri par la parole de ses patients. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui construit ça tout seul, c'est dans la rencontre transférentielle avec ses patients qu'émerge quelque chose. C'est pas simplement, je veux dire, ces patients ne sont pas simplement, malgré leur destin et surtout
l'homme aura qui est mort au combat très prématurément. Très jeune, Mais néanmoins, ils sont aussi actifs. Absolument. Vous avez tout à fait raison. J'ajoute aussi que pendant cette période, quand on dit il se sert de ces deux cures, Oui. ça ne veut pas dire qu'il ne se passe dans la vie de Freud que ces deux cures. Oui. Il y a l'ensemble des discussions qu'il a avec ses disciples, il y a les apports de ses patienteux, parce qu'il ne reçoit pas à un moment donné que des hommes, et ses patientes, en particulier les analysantes. D'ailleurs, vous utilisez le mot analysant du début jusqu'à la fin, et c'est le mot que nous utilisons tous, mais je me demande quand même si à l'époque on ne disait pas plus analyser qu'analysant. Parce qu'en effet, analyser renvoie à une position plus passive, alors que c'est plus tard donc qu'émerge en effet c'est pas par la hasard. notion bien sûr, c'est pas par C'est Ferenczi qui introduit. C'est pour ça que j'ai volontairement substitué patient au mot analysant quand je relate le passé. Donc il y a l'activité. Voilà. C'est quand même dans une rencontre, c'est ça que je souhaite souligner. Et puis, vous avez raison, et bien entendu, des rencontres avec d'autres. D'autres analystes, disciples, il y a Jung, voilà. Bien entendu. Bon, vous soulignez aussi que Freud pense la sexualité à travers le prisme masculin. Qu'il pense la sexualité à travers le prisme masculin. Oui, la sexualité. Il gomme sa ligne d'écoute, gomme la mère. Le rôle, par exemple, le rôle de la mère de l'homme aura dans la névrose de son fils. Il va remarquer l'identification de l'homme aura à sa mère, mais il va passer. Comme si, voilà, alors que c'était majeur. Donc il n'envisage ni la composante oedipienne du lien du patient avec sa mère, ni d'ailleurs celle avec Gisela. Ah oui, c'est magnifique ça. Et on va dire qu'il attribue la névrose du patient au deuil du père non résolu, à son sentiment de culpabilité, de sa haine inconsciente, la source de la haine inconsciente étant sexuelle et s'adressant au père gêneur de plaisir masturbatoire. Alors, c'est vrai que l'homme aura en parle, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est vrai que le père l'a rossé pour son intérêt. Mais on voit bien ce qui se passe là, c'est en effet, à ce moment-là, Freud ne peut pas entendre quoi que ce soit du rôle de la mère dans cette affaire. Vous citez Mustapha Safwan, alors là c'est un bijou, page 63. À la vérité, le père du complexe d'Oedipe est resté captif de la position paternante. Je veux dire par là que la découverte du complexe d'Oedipe par Freud a précisément été la réalisation sublime de son désir d'endosser le manteau paternel. C'est beau, très beau. Bravo d'avoir retrouvé ça, parce que c'est vraiment du travail, mais ça dit tellement. Ça dit. Alors, père, en effet. Freud, du coup. Freud. Oui, c'est père du complexe d'Oedipe. Père de la psychanalyse. Père aussi de ses disciples. Sa horde. Jean-Michel Hirt nous dit qu'il aimait les appeler ainsi, ses disciples. On connaît d'ailleurs les rivalités, les hostilités, les conflits entre ses disciples. La horde, quoi. Mais c'est ce père-là, le père tout-puissant, de son savoir. C'est celui que les patients viennent voir. Que ce soit pour leur tourment névrotique et pour se faire adouber plus tard. Cardinaire. Alors, il y a un truc autour d'Abraham Cardinaire, c'est qu'en fait, on va trouver Abraham Cardinaire, si on regarde sur Internet,
va trouver Abraham Gardiner, alors que vous racontez que au moment de la rencontre avec Freud, il se présente comme Abraham Gardiner, avec un lien intéressant avec le fait que Freud lui-même avait modifié son prénom, l'ayant raccourci, ce que fait le même Abraham. Bon, ils sont tous tellement attachants. Tous, absolument. Alors, Gardiner, mais on a convenu que Marie-Cécile Léger parlerait plus que moi ce soir des cures didactiques, tout simplement parce qu'elle est plus compétente que moi. Je l'assume. Et que qu'on va revenir sur cette question au moment de l'abord de ces cures didactiques, quoi qu'il en soit, mais dans la lignée de ce que je viens de dire, c'est-à-dire ce père, ce théoricien, Freud, le théoricien et le père, va recueillir cette confidence de Freud, page 102, qui sonne comme un aveu. Les problèmes thérapeutiques ne m'intéressent pas beaucoup. Je suis à présent beaucoup trop impatient. Je souffre d'un certain nombre d'handicaps qui m'empêchent d'être un grand analyste. Entre autres, je suis beaucoup trop père. Deuxièmement, je m'occupe tout le temps de théorie. Je m'en occupe beaucoup trop. Si bien que les occasions qui se présentent me servent plus à travailler ma propre théorie qu'à faire attention aux questions de thérapie. C'est un bijou, c'est un cadeau. Très troisièmement, empoisonné, hein, pour Gardiner. Non, mais bien sûr. Mais pour lui, bien entendu. Troisièmement, je n'ai pas la patience de garder les gens trop longtemps. Je me fatigue. 2, je préfère étendre mon influence. C'est formidable. Non, mais c'est formidable. On y voit aussi comment le rapport que Freud entretient avec la vérité. La sienne, comme celle de la rencontre avec l'autre. Bon, alors, bien sûr que pour ce qui nous intéresse, Freud, ici, est là au cœur de la question du désir de l'analyste. On se rappelle que la psychanalyse s'est constituée avec ce double but, le savoir sur les processus psychiques et thérapeutiques. La question du rapport à la théorie se pose à tout psychanalyste, selon moi. C'est ça qui m'a, disons, créé le désir de travailler sur votre livre, c'est que il me semble que pour tout analyste, a fortiori celui ou celle ou celui qui veut produire, si ce n'est je dirais de l'invention, de la conception, mais tout simplement produire quelque chose qui fasse effet, autrement dit, se coltiner avec quelque chose de la théorie. Et puis, mais aussi toute analyse qui, à un moment donné, par ses lectures, va être préoccupée, centrée sur un aspect de telle ou telle problématique, par exemple le complexe fraternel, par exemple la paternité, etc., etc. Je pense qu'il devra être attentif parce que sa préoccupation majeure ne sera pas sans effet sur son écoute et sur la façon dont il va finalement sélectionner à son insu, dans ce que dit le patient, ce qui rentre, qui va nourrir. Bon. Donc autrement dit, ce n'est pas que Freud qui est concerné par cette question-là. Il est clair que la prédominance, je vais faire vite, de l'image paternelle supportée par Freud, sa position phallique de celui qui détient le savoir, l'empêche d'occuper une position féminine ou maternelle dans le transfert avec ses patients. Il résiste tout aussi bien à incarner le personnage fraternel ou sororal, alors que le complexe fraternel apparaît déterminant pour l'homme au rat, comme pour l'homme au loup, et que la sœur aînée de Gardiner sera un substitut de mère disparue. Bon, il ne peut pas l'entendre, il ne peut pas l'entendre. C'est par les femmes
les mouvements transférentiels avec ses patientes. Et surtout, c'est les analysantes devenues analystes que Freud infléchira sa doctrine. Oui. Vers 1921-22, la doxa psychanalytique est constituée et Freud cherche alors à étendre. Il l'avait souhaité avant, mais là, il est en mesure d'étendre de façon active l'influence internationale de la psychanalyse et s'ouvre alors une série de 4 cures didactiques. Je vais passer la main tout de suite, puisque nous en avons convenu. Je voudrais juste rajouter quelque chose, qui est que la façon dont ces cures, j'en ai ri, en tout cas on peut noter l'ethnocentrisme de Freud, qui est celle de toute l'Europe, c'est-à-dire que tous les Européens sont alors convaincus, tous convaincus de la supériorité culturelle et sociétale du vieux continent. C'est ainsi qu'il va, par exemple, se permettre de critiquer les femmes américaines dans leur comportement avec les hommes. Ah oui, c'est assez pittoresque. Oui, hein. oui, c'est pittoresque, mais c'est vraiment, c'est tellement typique de cet ethnocentrisme de ce temps-là, dans un regard sur ce nouveau monde, qui est quand même... bref. Bon, alors, en effet, ces 4 Américains viennent pour être adoubés par Freud. 3, oui, vous avez raison. Viennent pour être adoubés par Freud, et celui-ci s'employait à transmettre la doxa, d'autant plus qu'il redoutait les dérives et les dissidences. Donc je vous passe la main Oui, donc... peut-être pour réagir. Bon, tout à fait. Je vous suis dans tout ce que vous avez évoqué dans votre lecture. Oui, pardon. Oui, donc, après les deux cures paradigmatiques, c'est vrai que j'ai souhaité que, comme nous sommes au théâtre, au théâtre du vivant, de la psychanalyse, j'ai souhaité restituer l'identité de ces patients de Freud, c'est-à-dire les nommer en leur nom propre, puisque l'homme au rat et l'homme au loup, ce sont des créatures du psychanalyse, des créatures de la fiction, hein, du texte de Freud. Alors, je rappelle que je m'en suis inspirée justement pour cette scène un peu théâtrale, c'est que pour l'homme au rat, nous avons bien sûr le texte majeur sur les remarques sur la névrose de contrainte, qui est le texte canonique sur la névrose obsessionnelle, mais c'est intéressant de faire vivre, de trouver la vibration de ce texte en le lisant simultanément avec le journal de l'analyse de l'homme au rat. Et on voit les différences entre le texte canonique et le journal de Freud, où on voit les différences que Freud omet, qui n'est pas sans importance, en particulier tout ce qui concerne l'anomalie génitale de l'homme au rat, qui est quasiment passé sous silence, tout ce qui concerne la mère est passé sous silence dans le texte, ce que j'appelle le texte canonique, mais qui est présent dans le journal. Donc c'est très intéressant de voir les deux. Bon, pour l'homme au loup, c'est vrai qu'il y a le texte canonique, mais il y a aussi le supplément avec l'autre analyse, Ruth McBrunswick. Il y a les entretiens avec l'homme au loup, les souvenirs de l'homme au loup sur Freud. Enfin, il y a tout cet ensemble que j'ai utilisé pour reconstituer un peu cette scène, dont je dis bien, c'est pas une scène authentiquement, objectivement réelle, mais c'est une scène avec une certaine vérité, qui est ma vérité de cette approche.
Alors, les 4 cures didactiques. Donc, il y en a 3 qui sont américains et un qui est suisse. Donc, Abraham Gardiner. Alors, c'est vrai que ce livre, j'ai présenté. Je peux me permettre d'entrer. Merci. Bon, c'est un peu des actes d'une œuvre une représentation théâtrale ou bien c'est un recueil de nouvelles, puisque le premier chapitre, je l'ai intitulé Ernst Lanzer et sa dame, le deuxième, Sergueï Konstantinovitch Pankeïev, un otage sur le divan, donc on comprend bien de quoi il s'agit, puisqu'il a été vraiment un otage sur le divan. Abraham Gardiner, la soumission de l'orphelin, donc américain, lui. Ernst Bloom, Histoire d'une dérobade, c'est un Suisse. Smiley Blanton, Un certain bégaiement, c'est encore un Américain. Et le dernier, Joseph Vortis, ou La révolte de Narcisse, c'est encore un Américain. Donc ces 4 cures Abraham Gardiner, lui, on est là dans le tournant des années 20. Donc ça va s'étendre les 4 jusqu'à 1935, même Blanton jusqu'à presque à la mort de Freud, quasiment en 1938. Et donc ces Américains, alors c'est assez amusant de lire ces textes aussi, parce qu'on découvre à quel point ce qu'a été l'ambivalence de Freud à l'égard de l'Amérique, des Américains. Il est terrible hein, dans ses descriptions de ce que sont les femmes américaines. Il est méprisant. Ah oui, très méprisant. C'est à Blanton. Vous les Américains, vous êtes comme ça. L'ail est bon, le chocolat aussi. Mettons donc un peu d'ail sur le chocolat et mangeons le tout. Voilà. Bon, je ne retrouve pas le passage où il parle des femmes américaines, mais c'est grand guignolet. Hein. Oui, non, mais il n'est pas le seul de son temps à avoir ce regard. Oui. Il s'agit vraiment bien de ce qu'on appelle un ethnocentrisme. Tout à fait. Ben, bon, il avait son désir d'influence et de transmission de la psychanalyse outre-Atlantique. Hein. Vous savez bien, vous connaissez cette histoire avec Brill en particulier. Donc, il essayait de trouver des passeurs de sa psychanalyse en Amérique. Et à chaque fois, il n'a pas fait des bons choix. Il est tombé à côté. Et donc, voilà. Donc, quand il accueille ces candidats à l'analyse didactique, il y a à la fois tout le temps ce désir de transmission et d'étendre son influence outre-Atlantique. Il y a en permanence une crainte, je dirais pas paranoïaque entre guillemets, mais il y a quand même toujours la crainte de un soupçon. Parce qu'en plus, son disciple chéri, sans parler de Jung, mais son disciple chéri qui a joué un rôle très important dans les affaires éditoriales, Otto Rank, l'a lâché et est parti aux États-Unis. Donc il y a chez lui toujours à la fois la blessure de ses disciples qui l'ont lâché, Jung surtout, hein, qui devait jouer un rôle quand même très important, Adler, Ferenczi qui est très présent, qui traverse dans chacune de ces cures didactiques. Je n'en parle pas parce que je n'ai pas eu accès aux documents concernant la cure proprement dite de Ferenczi. C'est notre collègue Yves Lugrin qui a écrit 2 excellents ouvrages sur le problème de la rencontre entre Freud et Ferenczi. Mais donc, il y a ce souci de la transmission
non altérée de sa doctrine, que ce qui est parfaitement illusoire. Nous avons connu ça, les analyses de ma génération, avec ce qui s'est passé. Il s'est repassé la même chose avec Lacan, c'est-à-dire transmettre l'enseignement comme s'il était inaltérable, alors que chacun, pour notre boulot d'analyse, c'est de nous approprier la théorie, la doctrine à partir de notre propre trajet d'analysant. Donc Freud, en accueillant ses élèves, il y avait tout ça qu'il tarabustait, et c'est très présent dans chacune de ses cures. Alors, Abraham Gardiner venait, lui, alors il avait déjà fait un temps d'analyse avec un dénommé Frink, qui a joué un rôle important en Amérique, qui a été lui-même en analyse avec Freud, qui après était en contrôle avec lui. Donc c'était, vous savez ce que c'était un bal ininterrompu des transferts des uns des autres, analyse, contrôle. Voilà, donc Gardiner arrivait qui voulait poursuivre sa formation en considérant que le trajet qu'il avait fait avec le dénommé Frink était insuffisant. Valait pas grand-chose. Valait pas grand-chose. Quand Freud lui pose la question de qu'est-ce que vous en retenez, il dit rien. Et là, avec beaucoup de finesse de clinicien, Freud lui dit « Mais si, je crois que vous en avez retiré une petite névrose. » Bon, ce qui est très intéressant, c'est que l'histoire va se reproduire avec Freud, c'est-à-dire qui n'avait probablement été, ce qui était passé à côté avec Frink, se reproduit avec Freud en ce qui concerne justement la question du rapport au sujet supposé savoir et en amont ce qu'il en est avec la figure paternelle terrorisante. Mais Abraham venait avec sans doute un désir d'analyse didactique, mais il venait aussi avec un désir de comprendre ce qui n'allait pas dans son existence. Donc c'était pas complètement faussé, je dirais. Et c'est un homme tellement attachant, son histoire est absolument bouleversante. C'est un gentil. Gentil, oui. C'est un gentil. Et puis, mais c'est bouleversant. Et puis, quand même, je pourrais en parler des heures, on ne va pas y passer la nuit, parce que ces hommes sont tellement attachants et tout ce qu'ils nous racontent est absolument extraordinaire pour nous, comme le sont d'analyse. Mais Gardiner a fait un temps d'analyse avec Freud, incontestablement. Il a réussi à se délivrer, de sortir d'une phobie. Bon, on ne veut pas tout vous raconter, parce qu'il faut vous donner envie de lire Gardiner et éventuellement mon livre. Mais donc il s'est passé quelque chose avec Freud, sans aucun doute, qui a entendu. Je veux dire, c'était un fin clinicien. Et ce que je dis dans mon livre, fin clinicien qui savait très bien, c'est un malheureux petit misérable émigré, Abraham Gardiner. Et Freud, comment? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, merci. Un malheureux petit émigré. Et Freud a su entendre que cet enfant qui a été enfin vraiment misérable et abandonné, affamé, et Freud, avec une finesse clinique, a su entendre que cet homme s'en sortirait toujours. Oui, il le lui dit. Et il lui a ouvert l'horizon. Il lui a ouvert l'horizon de sa reconstruction. De sa reconstruction. En lui disant vous vous en sortirez toujours. Vous pouvez être au tapis. Vous ne serez jamais battu. Voilà. Non. Et je dis, et ça, je trouve que dans une cure analytique, c'est une parole essentielle. On sait que c'est une déconstruction quand même, l'analyse, mais que c'est quand même important de montrer l'horizon de la reconstruction.
Et avec Gardiner, Freud le fait très bien, ça. Il s'est passé quelque chose, même si, parce que Gardiner raconte dans l'après-coup ce qui s'est passé, il raconte ce qui s'est passé, et il revient dans l'après-coup sur l'histoire, son expérience analytique. Et il dit bien ce que Freud n'a pas entendu, à savoir que quand il s'adressait à lui en parlant de son père, il parlait de lui aussi, et que quand il parlait de lui, il parlait de son père. Il y a quelque chose que là, Freud a raté. Mais il n'a pas tout raté avec Gardiner. Bon, lequel est devenu un des fondateurs du mouvement culturaliste, a eu une place éminente dans la psychanalyse américaine. Bref, il s'en est sorti, et de sa misérable enfance et de ces deux analyses, il en a quand même fait son miel, quoi, je dirais. Complètement. Et il a accompli finalement ce qui avait été le destin que Freud lui avait dit, vous gagnerez beaucoup d'argent. Voilà, oui. Vous allez réussir. Le malheureux petit misérable. Donc c'est une histoire très, très attachante. Bon, ça c'est Gardiner, on va dire, on va lui donner combien à Freud là? Bon, en tout cas des bons points. Il s'en est sorti, Gardiner. Ensuite, alors Bloom. Alors celui-là, il est aussi très attachant. C'est un hystérique en Helvétie. Donc c'est le Suisse qui aurait dû remplacer Jung, et donc qui était psychiatre déjà, professeur de psychiatrie, héritier d'une famille juive fortunée. C'est l'héritage, l'avance sur l'héritage de son père qui lui a permis de payer son analyse et celle de sa fiancée. Je dirais, entre parenthèses, que, parce que c'est présent dans la plupart de ces cures, non seulement l'ordre patriarcal, mais la tradition des familles juives, avec, selon la phrase que Freud dit d'ailleurs à Blanton, le choix d'une épouse est la chose la plus difficile dans la civilisation. Donc, on est quand même dans des familles, évidemment, de tradition juive, où la question de l'alliance est très importante. Et donc, l'histoire de Bloom débarque chez Freud parce qu'il aime une Arienne et qu'on veut lui imposer une fiancée juive. Donc, il y a là aussi, je dirais, un tourment existentiel pour lequel il vient chez Freud. Alors, c'est une cure analytique très pittoresque aussi, où enfin, c'est très passionnant parce que moi je l'ai lu comme ça, je ne sais pas comment vous le liriez, mais c'est vraiment le parcours d'une hystérie masculine, avec l'identification à la mère, à la sœur, un donjuanisme exacerbé, et toutes ces tentatives d'identification au père qui capote à chaque fois, une tentative je sais pas, on ne sait pas si Freud ou non a entendu ça, mais il est en permanence dans l'auto-analyse comme Freud. Donc c'est vraiment les difficultés d'un homme hystérique confronté à la question du féminin. Alors, je pense que là, Freud a été un peu gêné. Je veux dire, il y a quelque chose qu'il n'a pas entendu, probablement. Mais bon, c'est pareil, un homme très, très attachant, mais en bon hystérique, comme je dis, c'est l'histoire d'une dérobade. C'est-à-dire que de même qu'il était dans la dérobade avec ses partenaires, le conflit entre la fiancée Arienne et la prétendante juive
il était en permanence confronté à quelque chose du féminin en lui, qui est passé à l'as dans la cure avec Freud. Et le résultat, c'est bon, il a fait sa vie, il a épousé celle qu'il voulait, sa fiancée Arienne, mais il ne s'est jamais installé comme analyste. Et donc, il n'a pas accompli le désir il a fait faux bond. Remplacer Jung. Il n'a pas remplacé Jung. Il s'est vraiment dérobé. Il est devenu, il a eu un cabinet de psychiatre, il est professeur de psychiatrie, mais personne ne se souvient de Bloom comme ayant marqué l'histoire de la psychanalyse. Et donc, il s'est véritablement dérobé. Alors, ce qui est assez amusant c'est que quand Freud, avec ses élèves là qui venaient, vous savez que c'était des cures qui duraient quelques mois, hein. C'est pas comme aujourd'hui, hein, où ça a tendance à s'éterniser, les cures des analystes. Eh bien, ça durait quelques mois. Et Freud disait, bon, il posait l'échéance, comme avec l'homme au loup, ça sera 3 mois, ça sera 6 mois, surtout pour les élèves. Et on a l'impression, quand il en avait marre, il arrêtait et il disait, c'est bon, en quelque sorte, vous êtes bon pour le service, vous êtes adoubé, vous n'étiez pas névrosé. Oui. Ah oui. Ah oui. Il a fait toujours ça. Oui. Voilà, ça c'est le mot de la fin pour dire adios. Allez, vous êtes bénis, vous pouvez y aller, vous pouvez. En tout cas, à Gardiner, il le dit, à Bloom, il le dit, alors que je dirais qu'ils avaient quand même, ces hommes, un certain nombre de questions tout à fait cruciales. Bon, donc vous n'êtes pas névrosé, vous pouvez y aller, allez-y. Le troisième, Smiley Blanton, qui est aussi très attachant, celui-là. Enfin, ils le sont tous. Hein. En vue de ce soir, j'ai relu mon livre et je les trouvais tous encore plus attachants. C'était très drôle. Et donc Blanton, qui lui était américain, marié aussi à une américaine, les deux travaillant en psychiatrie, en psychanalyse. Donc Blanton a pris des notes après coup de sa cure analytique. Et ce journal de son analyse a été publié après sa mort par sa femme. Blanton avait le projet d'écrire une monographie sur la technique analytique et sur la cure analytique, la technique freudienne en quelque sorte. Donc ce livre n'a pas vu le jour, mais son épouse a publié le journal de son analyse. C'est une rencontre c'est là où Blanton parle de la fragilité de Freud. Là, on est dans les années, on approche les années 30, c'était 28, 29, le temps de l'analyse, et puis après il est revenu régulièrement voir Freud jusqu'en 1935. Et il ressent cette fragilité, et c'est pour lui un sentiment d'insécurité. D'insécurité, très grande insécurité, parce que Freud, au fil des ans, non seulement il y avait le problème de la prothèse de la mâchoire, mais il devenait sourd. Donc, on sait très bien comment ça s'enclenche, un transfert, hein, dans une première rencontre. Et pour Blanton, clairement, c'est sur l'insécurité d'une figure, la recherche d'une figure tutélaire, que ça s'est enclenché, hein, puisqu'il commence par évoquer justement la fragilité, les gestes, la légèreté des gestes aériens, d'oiseaux même de Freud. C'est très joli la façon dont il parle de Freud. Donc c'est un homme qui vient pour être adoubé, pour être formé, mais qui vient avec une insécurité existentielle profonde. C'est un homme qui n'a pas d'enfant avec sa femme.
On ne sait pas quelle est l'origine, si c'est lui, si c'est elle, mais en tout cas la question est là. C'est un couple qui a l'air de s'entendre, enfin, voilà. Ils travaillent ensemble et, chose très énigmatique, il est engagé dans des recherches sur le bégaiement. Je veux dire qu'à la fin bon, j'énonce quelques hypothèses, hein, mais ce sont les miennes. Je veux dire, il n'y a pas d'élément qui... je veux dire, quelle est la part symptomatique dans cet intérêt pour le bégaiement chez Blanton? Donc, c'est quelqu'un qui est engagé dans la politique sanitaire, infanto-juvénile, dans un hôpital américain, qui est très engagé dans sa vie professionnelle de psychiatre. Et c'est très difficile de reconstituer ce qu'il en est de l'autre scène avec Blanton, parce qu'il est quand même très pris par l'aspect bon élève de prendre des notes pour pouvoir en faire un livre, je dirais, à la gloire de Freud après. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je dirais que le schéma pour le schéma freudien de la construction psychosexuelle du garçon appliqué au cas Blanton, ça frotte parce que cet homme a été élevé dans une famille presbytérienne très sévère en Pennsylvanie. Mais on découvre quand même, et en particulier à l'occasion de rêves, que ce Blanton a été élevé par une grand-mère et qu'il y a, bon, c'est ma lecture, mais c'est ce qui se dégage de cette histoire, en tout cas, c'est que le père est rendu complètement invisible. Donc, les interprétations de Freud sur le complexe d'Édipe et de castration de Blanton, ça coince, quoi, ça coince. Et bon, et donc c'est encore un personnage qui est confronté à une figure féminine tout à fait prédominante, qui est celle de sa grand-mère et de sa mère. Et je dis, c'est une hypothèse, que ce que nous rencontrons dans notre pratique, c'est que l'enfant qui a été le don de la mère à sa propre mère fragilise beaucoup ce sujet concernant son interrogation sur qui est vraiment sa génitrice. Il y a une sorte de fragilité, et en tout cas, il y a une fragilité chez Blanton qui concerne, en tout cas, certaines assises du côté de la relation à la figure paternelle, sans aucun doute. Donc, à la fin de cette cure, ça se termine assez douloureusement, puisque après la cure proprement dite, Blanton est revenu régulièrement tous les ans faire une petite piqûre de rappel sur le divan de Freud, mais la dernière fois, c'était en 1935, je crois. Freud c'était à la veille d'une 24e intervention de la mâchoire de Freud. Donc ça se termine pour Blanton sur une séparation très douloureuse. Mais alors, lui aussi, il a droit à la parole de bénédiction. Vous pouvez exercer la psychanalyse, vous n'étiez pas un névrosé, vous pouvez y aller en Amérique. Mais c'est une relation très... Et Blanton va finir, je ne sais pas si c'est sa vie, mais en tout cas par aller étudier les miracles de Lourdes. Oui, avec sa femme
ce que je dis, c'est le grand écart entre son éducation presbytérienne et ils vont à Lourdes pour un projet, un programme thérapeutique, un truc où Freud d'ailleurs n'adhère pas beaucoup à cette affaire, que la foi et la psychanalyse, ça fait pas très bon ménage. Mais bon, c'est le couple, hein, Blanton, qui est embarqué dans l'histoire des miracles de Lourdes. Et sa femme écrit un livre sur Bernadette. Sur Bernadette, voilà. Et la source miraculeuse. Mais bon, il s'accomplit, Blanton, voilà, indépendamment du sentiment d'insécurité et du souci qu'il avait pour Freud, il va décrire une ambiance douce, chaleureuse, accueillante. Maternante, maternante probablement. Oui. Mais c'est très, très touchant, hein, cette rencontre. Alors, le dernier, c'est plus corsé. Le dernier, c'est... Alors là, le dernier, c'est la lutte à bord. C'est la lutte, c'est le duel... il est aussi très attachant, ce Joseph Vortis, que je présente en disant la révolte de Narcisse. Il s'en est vraiment pas sorti. Alors celui-là, qui est un jeune, très jeune candidat aussi américain, qui arrive chez Freud avec donc une bourse pour faire une étude sur la sexualité, en particulier sur l'homosexualité. Donc il est envoyé, c'est un boursier qui est donc, il a eu cette bourse par les autorités universitaires, le Meyer en question américain, et il est introduit auprès de Freud, en particulier par Havelock Ellis. Alors, je ne sais pas si ça vous évoque ce nom, le grand qui a beaucoup écrit sur la vie sexuelle, qui est un personnage extrêmement, le sexologue, oui, un personnage extrêmement pittoresque, qui est très présent d'ailleurs dans Freud et le féminin à propos de la cure de Hilda Doolittle. Donc c'est un homme qui joue un rôle très important dans la communauté analytique, mais qui est très ambivalent à l'égard de la psychanalyse. Lui-même n'est pas psychanalyste, et très ambivalent à l'égard de Freud. Donc il sait très bien, Havelock Ellis, semer des petites graines empoisonnées pour empoisonner les rencontres des patients, les futurs patients de Freud. En particulier le dénommé Vortis, lequel vient donc tout fringant, jeune psychiatre, qui vient avec sa jeune épouse, d'ailleurs à Vienne, pour entreprendre une analyse et être adoubé par le fondateur de la psychanalyse. Alors ça commence très mal. Ça commence par une histoire de fric. C'est-à-dire que le Vortis en question arrive avec la bourse. Et alors Freud commence, c'est un véritable marchandage, marchand de tapis. Freud n'est pas du tout sûr qu'avec le pécule de la bourse, parce que quand même Freud, ce qui l'intéressait à l'époque, c'était quand même les dollars. Il le dit explicitement, hein, ces candidats américains étaient source de devises importantes à une époque qui, en Autriche et en Allemagne, c'était quand même très important. Bon. Donc ça commence mal parce que il ne pense pas qu'il ait assez d'argent pour lui payer ses honoraires à lui. Donc Freud en parle à sa fille pour voir si c'est pas sa fille qui peut le prendre en analyse. Bref, le malheureux Vortis se sent pas très bien valorisé. Il y a la question de l'argent
qui entrent en ligne de compte les honoraires. Voilà. Donc finalement, ils font les comptes et pour tant de mois, ça devient possible qu'ils fassent l'analyse avec le fondateur. Mais dans l'histoire de Vortis, on ne sait pas du tout quel écho ça a eu, mais ça a visiblement eu un écho parce que ça a littéralement hypothéqué le début de cette cure, c'est-à-dire que Vortis ne s'est pas senti accueilli pour lui-même, mais beaucoup plus pour ses dollars. Donc, sur ce que je dis, tout le déroulement de cette cure ça a été vraiment à couteau tiré. Vortis cherchant en permanence, c'est là où on voit ce que c'est que l'influence et ce qui se passe dans le transfert, Vortis ayant tout à fait pigé que quand il disait le contraire de Freud, il forçait Freud à intervenir. Donc, je veux dire que la demande est passée du côté de Freud à un moment donné, et la propre demande de Vortis a été noyée en quelque sorte sous ces échanges virulents où Freud... ce qui est intéressant, c'est que c'est au cours de cette cure que Freud lui parle de la capacité d'accueil. Le terme de Annahme, c'est-à-dire la capacité d'admission, c'est à Vortis que Freud lui dit. C'est-à-dire que pour que l'analyse progresse, il requiert à Vortis d'être en capacité, en quelque sorte, d'accueillir ses interprétations. Ce que Vortis n'a jamais accepté. C'est-à-dire qu'il est resté en permanence dans le défi par rapport au savoir du fondateur, au savoir, et c'est-à-dire par rapport à il mettait en question en permanence les bien-fondés de la doctrine analytique. Tout ce qui concernait la symbolique du rêve, ça lui semblait tiré par les cheveux. Il mettait en permanence en question la doctrine analytique, ce qui pour Freud est quelque chose d'absolument insupportable. Donc, ce que je dis, ce qui transparaît dans cette cure, c'est qu'on a affaire à un jeune adolescent qui en permanence remet en question l'éducation de ses parents, les bien-fondés de son éducation. Or, c'est ce qu'il venait recevoir de la part de Freud, mais à aucun moment il n'a pu accueillir quelque chose que Freud, mais qui lui-même a été d'une virulence extrême avec lui, en le mettant quasiment à la porte. Oui. Bien, si ça continue comme ça, encore quelques séances et puis vous partez. Mais ce qui pose tout à fait la question de... En ces temps-là, en effet, Freud ne se préoccupe pas des conditions de ce qu'on appellerait aujourd'hui la demande. Oui. C'est-à-dire comment les gens, comment oui. Ils arrivent, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, par qui ils arrivent. Oui, il ne fait pas du tout ce travail. Il n'y a pas ce que nous pourrions, nous pratiquons les préliminaires qui consistent à examiner si on est la bonne personne et pour le patient, et si on va pouvoir soi-même travailler avec ce patient. C'est un travail qui n'est pas pensé à ce moment-là. Juste pour terminer à propos de Vortis, c'est que la fin, l'histoire de son analyse, sur quoi ça peut déboucher pour chacun d'entre nous, lui qui était très questionné par la question de la folie, il est devenu celui qui a introduit la cure de Sakel aux États-Unis. C'est-à-dire que quelque chose d'une violence
de quelque chose d'une violence dans le transfert qui l'a complètement fait dériver de ce côté-là, alors qu'au point de départ, c'était une recherche sur l'homosexualité, sur la sexualité, mais il a été pris par sa question, qui était sa question à lui, sa question de la folie, que Freud n'a sans doute pas entendue, et voilà, et ça a débouché par l'intérêt sur la cure de Sakel. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire. On va Oui. peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour votre visite. Merci.